Très bien, alors il est 19h31, vous êtes avec les Gilets jaunes Nancy Porte Sud. Comme à notre habitude, nous allons faire une petite vidéo de présentation sur les thématiques écologie et démocratie. Alors, je vous explique un petit peu le fonctionnement. Nous sommes sur Zoom, mais comme nous sommes un groupe fauché, nous n'avons pas pris d'abonnement Zoom, ce qui fait que, à un moment donné, il faudra recliquer sur le lien quand je vous le dirai. Je le remets en dessous, là, comme ça, et ça permettra de continuer le débat. Alors, nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, des internautes qui arrivent. Nous accueillons Joe Labatte, Mouvement des Décroissants, voilà, et il faut le dire, qui se présente avec un grand courage aux élections départementales. Non mais on s'amuse, hein. C'est courageux mais surtout amuse-gueule. Et puis nous accueillons également Patricia Cartini et Denis Crelotte, qui sont des militants écologistes, mais pas que, donc ils vont nous en parler. Alors l'idéal, c'est que chacun éteigne son micro. Vous avez une barre avec votre souris, une barre en dessous de l'écran. Lorsque vous ne parlez pas, vous éteignez votre micro et puis vous pouvez demander la parole, soit en faisant un petit signe, soit dans le chat, à l'espace discussion. Vous dites je souhaite prendre la parole, vous marquez parole et puis vous aurez la possibilité d'intervenir. Alors intervenir pourquoi ? Eh bien, soit pour faire une remarque sur ce qui aura été dit par un des intervenants, soit pour poser des questions aux intervenants. Voilà. Donc, je vais demander à nos invités de se présenter brièvement. Pour commencer, eh bien, Patricia, honneur aux dames, peux-tu rapidement nous dire pourquoi tu es devenue une militante écologiste très active et peut-être quel est le lien pour toi entre la démocratie et l'écologie. Et on passera ensuite aux deux autres invités. Je salue les internautes qui viennent d'arriver. D'abord, je ne sais pas trop ce que c'est militante écologiste. Je ne me définis pas comme ça du tout. Moi, je suis engagée au MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, depuis 1974, donc ça fait beaucoup d'années. J'avais 18 ans à l'époque. Et donc, mon parcours, c'est des études de médecine, un an dans un camp de réfugiés à la fin de mes études, dans un camp de réfugiés cambodgien en 81. Ensuite, j'ai repris des études pour être gynécologue. Et puis, j'ai choisi volontairement de travailler à mi-temps. J'ai eu plusieurs vies. J'ai été conseillère municipale à Vendeuvre. Je suis toujours jardinière, naturaliste. Depuis plus de 30 ans engagée sur le chemin de la non-violence. Et pour moi, l'écologie, c'est un des aspects de la non-violence. La non-violence, c'est respecter le vivant. Et donc, l'écologie, c'est un des aspects. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Très bien. Alors, on peut dire que le Mouvement pour une alternative non violente, autrement dit MAN, M-A-N, a une antenne sur l'agglomération. Est-ce que tu pourrais indiquer l'adresse ? Oui, alors il y a pas de local. On a un siège social qui est 22 rue Mozart à Villers-les-Nancy, une page Facebook, Man Nancy, et un site internet qui est nonviolence.fr.
slash Nancy. Et puis surtout, on a organisé donc au niveau du MAN Nancy en 2008 un forum sur écologie et non-violence à Sion pendant 5 jours. Et cette année, ça devait être l'année dernière, mais ce sera cette année, on organise un forum, c'est le Forum national du MAN, c'est l'équivalent de l'université d'été, où sont invités tous les gens qui veulent, et pas forcément que les adhérents du MAN d'ailleurs. Ce forum, cette année, on l'a intitulé « Face aux urgences écologiques, agir pour la justice sociale, se former pour s'engager ». Voilà, donc on vous en dira peut-être un petit peu plus tout à l'heure, si vous voulez. Oui, ça, c'est très intéressant, ce terme de justice sociale, parce que c'est justement une des revendications importantes des Gilets jaunes. Et on va voir comment ça peut s'articuler avec aussi la démocratie. Tout à fait. Je vais demander à Denis. Oui, pardon ? Je continue juste 2 secondes. Les 2 dernières années, on organise tous les ans une quinzaine de la non-violence qui est entre le 21 septembre, journée internationale de la paix, et le 2 octobre, journée internationale de la non-violence. On organise une quinzaine de la non-violence, et les 2 dernières années, c'était sur le thème du pouvoir. Le pouvoir d'agir et le pouvoir dans toutes ses déclinaisons. Voilà, donc c'est aussi pour dire que c'est quelque chose qui nous intéresse bien. Voilà. D'accord, parfait. Denis, peux-tu te présenter brièvement également ? Oui. Donc moi, j'ai commencé à militer, j'avais 16 ans. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'ADN militante chez moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont orienté sur la question de l'écologie tout de suite. Donc j'ai été lecteur d'un journal qui n'existe plus, qui s'appelait La Gueule ouverte, combat non violent, qui a été le premier journal écologiste revendiqué en France. Et donc moi j'ai eu mon parcours militant structuré par à la fois l'écologie et la non-violence. Et pour moi c'est indissociable l'un de l'autre. Donc j'ai participé à des luttes parce que la question de la militance, elle s'inscrit dans des expériences, dans des expérimentations. Donc moi j'ai eu 3 expérimentations fortes, celle de la lutte des paysans du Larzac, donc qui a duré 10 ans et qui a formé toute une génération militante, dont d'ailleurs José Bové, qui était jeune à l'époque de la lutte du Larzac, entre 1970 et 1981. Et il y a eu aussi une lutte qui s'appelait les LIP, la lutte des ouvriers qui se sont réappropriés leur outil de production et qui illégalement ont vendu des montres à Besançon parce que leur usine devait fermer, et qui sont finalement montés en SCOP, en Société Coopérative Ouvrière de Production. Et puis, il y a eu aussi des expériences qui sont pour moi terribles. C'était la manifestation antinucléaire de Crématteville en 1977, où j'étais tout jeune militant et j'ai assisté à ce que j'appellerais une boucherie répressive, avec une mauvaise stratégie des opposants à la centrale nucléaire de Crématteville, mais qui a amené un mort et des dizaines de blessés. Voilà, donc ça c'est une structuration militante qui m'a amené à rester militant tout au long de ma vie. D'ailleurs avec Sophie on s'est connus quand j'étais conseiller municipal écologiste à Villiers-Nancy, elle était conseillère municipale aussi. Mais l'essentiel de ma vie militante n'est pas lié à des élections ou à des mandats, plus liés au mouvement social, j'avais dit. Voilà. Et donc, professionnellement, j'ai été éducateur, chef de service et formateur au ministère de la Justice avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc là aussi, un engagement fort sur le plan professionnel par rapport à des jeunes qui avaient commis des actes de délinquance et qu'on
ou qui en étaient victimes. Ou qui en étaient victimes, effectivement, où une équipe d'éducateurs, de travailleurs sociaux travaillait pour leur donner une autre chance dans la vie. Donc là aussi, la notion d'alternative était pour moi intéressante, c'est-à-dire une alternative au déterminisme social que certains jeunes ressentaient, et c'est pour ça qu'ils s'engageaient dans la délinquance presque par fatalité, voilà. Donc la notion d'alternative là est importante, et aussi la notion d'alternative sur le plan politique, autour de l'écologie, de la non-violence et de tout ce qui est alternative au capitalisme, au libéralisme. Très bien, merci. Joe, je te passe la parole, mais brièvement, oui, petite présentation, après on va rentrer dans le débat. Je pense qu'avec Denis, on s'est croisés il y a très, très longtemps à des sorties de réunion. Moi, j'étais au MOC, qui est devenu la FEDO, la Fédération des obstructeurs de conscience. C'est la FEDO qui est devenue rue de la Hache. Et puis, de temps en temps, on se croisait comme ça, lui sortait du MAN, et moi de la FEDO, enfin bref, voilà. Donc, j'étais obstructeur, etc. J'ai fait ma crise à 20 ans, voilà. Enfin, parce que ce serait intéressant de savoir, voilà, mais c'est pas thérapeutique ce soir. Mais pourquoi on est rentré dans la résistance? Enfin, je parle de résistance, de militantisme, je sais pas, c'est bon, ouais, pourquoi pas. Mais il faut rester ouvert. Mais voilà, moi, je suis plutôt dans un peu la dimension du contre-pouvoir, quoi, voilà. Donc, mais bon, voilà, bon, j'ai navigué, j'ai roulé ma bosse. Après, j'ai fait plein de trucs, donc je vais pas résumer, c'est trop long, mais voilà, la décroissance, c'est depuis 2012, puisque j'ai croisé un électron libre et qui m'a proposé voilà, de rentrer là-dedans si ça m'intéressait. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi une semaine de réflexion. Et c'est celui qui s'est présenté, le seul décroissant au monde qui s'est présenté, qui a fait une tentative de présentation à la présidentielle en France. Mais bon, avec lequel j'ai complètement décroché parce que je pense qu'il est thérapeutiquement, atteint. Voilà, enfin voilà. Donc au niveau psy, je pense, voilà, je crois qu'il est tombé dedans. Enfin, il est mal tombé. Donc voilà. Bref. Et donc je suis quand même. Donc je dis ok. Et c'est comme ça que j'ai découvert la décroissance. Et c'est la dernière chose à laquelle je crois, puisque bon, voilà, la décroissance est antiproductiviste. C'est remettre en question le système consumériste, notre manière de répartir les richesses, enfin, etc., le pouvoir, l'autocratie, le despotisme, l'autoritarisme. Et puis, donc, bon, pour employer un terme un peu qu'on n'emploie pas souvent, c'est un peu une démarche d'anadrome. Un anadrome, c'est quelqu'un qui remonte les courants, quoi, un peu comme le saumon. Voilà, ou l'esturgeon, donc on pourrait dire, je ne sais pas si l'adjectif existe, mais une démarche un peu anadromique, voilà, remonter pour redonner du sens à l'humain, replacer l'humanité où elle est déplacée, quoi, enfin, puisqu'elle est complètement déplacée, elle est plus au centre. Et comme disait l'abbé Pierre, pour terminer, donc je fais bref, comme disait l'abbé Pierre, qui n'est pas considéré comme sociologue ou quoi que ce soit, enfin, il disait, si les plus faibles ne sont pas au centre du système, donc les plus faibles, ça va des sidains aux handicapés, aux chômeurs, etc. Si les plus faibles ne sont pas au centre du système, c'est que la société fait fausse route. Voilà. Parce que normalement, éthiquement, les plus faibles devaient être protégés par les plus forts, ou les dominants, entre guillemets. Voilà. Même si c'est un sujet à lui tout seul, que Bourdieu a abordé entre dominants et dominés. Voilà. Eh bien... Donc, je suis issu des sciences molles, voilà, pour terminer. Oui, je sais que tu aimes bien. Alors, on va donc parler un peu de cette relation entre l'écologie et la démocratie. Pourquoi choisir ce thème-là? Eh ben, c'est parce qu'on vient d'avoir une séquence assez longue, notamment avec la Convention citoyenne sur les questions écologiques que Emmanuel Macron avait lancé, mais très certainement avec des arrière-pensées. Et on voit bien que cette convention qui nous avait été annoncée comme
une nouveauté et l'occasion formidable aux citoyens de pouvoir exprimer à la fois leurs opinions et faire des propositions concrètes, se retrouve aujourd'hui assez détricoté. Ce qui montre que finalement, dans nos systèmes actuels, l'absence d'une véritable démocratie, c'est-à-dire vraiment le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne permet pas un débat constructif et complet sur les questions d'écologie. Alors, moi, j'aimerais avoir justement l'avis de Denis et de Patricia sur cette convention. Quand cette convention a été annoncée, qu'est-ce que vous en attendiez ? Pendant les travaux de cette convention, est-ce que vous avez suivi ce qui se passait ? Et ensuite, à la sortie de cette convention, et lorsque le texte maintenant a été édulcoré, que pensez-vous de la relation entre le pouvoir dont nous disposons malheureusement aujourd'hui et les questions urgentes d'écologie? Ben, je vais prendre la parole parce qu'il y a plein de questions. Hein, donc, sur les premiers éléments, et je pense que Patricia complétera. Et puis, je salue tous ceux qui viennent d'arriver là dans notre discussion. D'abord, pour moi, l'écologie, c'est un projet politique qui s'est élaboré depuis les premières luttes écologistes en France. Ensuite, c'est des expérimentations. C'est-à-dire que l'écologie, quelque part, ça s'expérimente. Et tout ça était assez marginalisé en France. Même s'il y avait eu des tentatives avec les Verts et puis Europe Écologie Les Verts d'associer quelques ministres à des gouvernements de gauche. Hein, il y a quelques exemples en tête. Voilà. Il y a eu un premier moment de bascule, je pense, au niveau intellectuel et au niveau social, avec les rapports du GIEC. C'est-à-dire que si je prends mon exemple personnel et ma génération militante, on était très axé sur le combat antinucléaire, à la fois civil et militaire, sur les questions d'agriculture avec les pesticides. On a été lanceur d'alerte pendant des années dans le désert sur ces questions-là. Et finalement, l'écologie sort dans les médias et dans les consciences autour de la question climatique. Et avec non pas un rapport, mais plusieurs rapports du GIEC qui reprennent des travaux de chercheurs qui avaient été mis de côté, qui annonçaient déjà des problèmes climatiques dès les années 70. Donc là, enfin, moi j'ai vécu ça à la fois comme une opportunité de repositionner le projet politique de l'écologie, c'est-à-dire ce projet de réforme très très forte ou de révolution douce, comme disent certains, avec le GIEC. Et je pense à quelqu'un comme Valérie Masson-Delmotte, qui est une chercheure issue du CEA. C'est-à-dire, entre guillemets, le CEA, c'était le commissariat à l'énergie atomique. Le commissariat à l'énergie atomique, où il y a énormément de chercheurs en France qui sont financés par le CEA. Et donc, du coup, la question écologique vient par le GIEC, et certains chercheurs
y compris du CEA, parce que ça travaille sur le climat. Et donc là, c'est une première révolution avec, en plus, une nouvelle génération militante qui arrive. C'est-à-dire que ceux qui s'intéressent au climat sont bien sûr, il y a un socle, ceux qui s'intéressent aux pesticides, ceux qui s'intéressent, par exemple, à la nuisance de la croissance économique, ceux qui s'intéressent à la nuisance du nucléaire, etc. Mais il y a d'autres qui arrivent, et qui arrivent par l'entrée climat. Et ça, c'est vraiment une chose extrêmement importante, et c'est des jeunes. C'est des jeunes qui arrivent. Alors, ils arrivent par le... Par ce que j'appelle l'entrée climat. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entrées au niveau de l'écologie. Comme il y a plusieurs entrées dans un mouvement social. Je pense qu'au niveau des Gilets jaunes, vous avez vu qu'il y avait plusieurs itinéraires et plusieurs manières de rentrer en mouvement. Joe disait en résistance, disons au moins en sentiment de révolte par rapport à un système. Et donc l'entrée dans la préoccupation écologique sur le climat, ce sont majoritairement des gens qui n'étaient pas forcément écologistes au départ, qui le sont devenus, et des jeunes. Alors moi je voudrais compléter peut-être un peu. Je pense que le rôle des rapports du GIEC, enfin, l'impact des rapports du GIEC a été très fort aussi parce que ça montrait l'impossibilité de continuer dans la dynamique dans laquelle on a été et dans laquelle malheureusement on nous remet en permanence. Je pense que ça pose une question, et tu parlais, Sophie, de la Convention citoyenne pour le climat. Ça pose une question qui est le rôle des experts et la place des experts dans cette décision, enfin, dans la dynamique. Parce que finalement, les citoyens de la Convention citoyenne, alors bon, toi tu as dit Macron avait des visées politiciennes, etc. Certainement. Je pense aussi que c'était à un moment où il y avait une forte pression tous azimuts par rapport au contexte climatique et par rapport aux problèmes que ça soulevait. Et il ne pouvait pas rester sans rien faire, les bras croisés. En plus, il y avait Cyril Dion qui lui poussait aux fesses pour qu'il fasse quelque chose. Cyril Dion, l'auteur du film Demain. Oui. Et donc, qui avait eu un énorme succès populaire. Hein, et donc, le rôle des experts, là, a été quelque chose qui a donné sens aux travaux d'une convention de gens qui n'étaient pas du tout politisés au départ. Et donc, finalement, ce sont les experts qui ont remis de la politique. Et moi, j'ai trouvé ça assez fort, quoi. Oui, alors, évidemment, les les experts, on en parlera dans le cadre de la démocratie, justement. Je crois que les experts sont essentiels pour avoir une vision globale en invitant des experts à présenter leurs travaux. Mais je crois qu'il faut se méfier de ne pas leur donner le pouvoir, justement, parce que chaque expert est forcément partisan de son propre précaré. Pour la deuxième partie de cet entretien, nous avions commencé à parler de la Convention citoyenne pour le climat en disant que les experts avaient remis de la politique dans le débat. Mais je suppose aussi que parmi les participants, les citoyens qui étaient là, il y avait des questions politiques qui se posaient. Et finalement, est-ce que vous savez quelles sont les questions qui ont finalement le plus dérangé le pouvoir en place ? C'est pas trop difficile. Hein. Tout le monde les connaît, puisque de toute façon, la position d'Emmanuel Macron, ça a été au départ de dire je les prendrai toutes, les 149 mesures. Et sans filtre. Et sans filtre. Et puis, très rapidement, ça a été ah oui, mais il y en a quand même 3 ou 4 que je ne laisserai pas passer. Oui. Et puis finalement, il y en a à peine la moitié qui l'a retenu. Hein.
Donc Donc, le sans filtre est devenu 100 en termes voilà. de chiffres. Il a mis une centaine de chiffres. Bah oui. Par contre, je pense dans notre débat, parce qu'on va tous être d'accord pour critiquer Macron, etc. Ce qu'on a à retenir, à mon avis, de la Convention citoyenne, c'est plusieurs choses. À part la déception, et justement la déception elle a été grosse parce qu'il y a des choses à retenir du mode de fonctionnement. Le pouvoir et Emmanuel Macron étaient coincés sur la question. C'est-à-dire qu'ils étaient coincés parce qu'il y avait le GIEC et qu'il y avait le mouvement climat qui montait très fort. Je vous rappelle que la première manifestation, la marche pour le climat, c'était en décembre 2018 et que c'était en même temps que les manifestations des Gilets jaunes. Et que après la manifestation de décembre 2018 qui m'a valu 23 heures de garde à vue parce qu'elle a été interdite par le préfet et que nous on voulait la faire quand même, ça c'est de la non-violence appliquée, nous avons commencé un travail de convergence jaune-vert avec des groupes de travail sur les gens qui étaient issus des marches du climat et les gens qui étaient issus des Gilets jaunes. Donc Macron était coincé à la fois par les Gilets jaunes et par l'émergence du mouvement social climat. Et donc, c'est là où la Convention citoyenne a été proposée. Et la Convention citoyenne qui a été proposée, ce n'était pas du blabla. Il y avait réellement quelque chose de très intéressant avec effectivement Cyril Dion et puis quelqu'un d'autre, une femme dont Toubiana, qui étaient des gens qui savaient où ils devaient aller, et surtout pas dans le sens du gouvernement. Et donc, les experts qui sont passés avec les 150 citoyens, qui étaient réellement tirés au hasard, étaient des experts, j'allais dire, qui aidaient les citoyens à monter en compétences. Et c'est ça qui était passionnant. C'est que les experts, bon, nous, on connaît surtout Valérie Masson-Delmotte, mais il y en a eu plein d'autres, ont aidé les citoyens à monter en compétences, ont été des décrypteurs des rapports du GIEC, en quelque sorte. Et ils n'ont pas induit les propositions. C'est ça qui est intéressant. Et là, c'est une position d'expert qui me paraît être extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne a été aussi passionnante dans son déroulé, dans les débats qu'il y avait à l'intérieur des 150 citoyens. Et c'est grâce à ça aussi où ils sont restés en association, les 150, et qu'ils ont été tellement déçus quand ils ont vu le résultat. Ça ne s'est pas arrêté quand ils ont remis leur proposition. Voilà. Et le 28 mars, les 150, ils appelaient à la manifestation. Bien sûr. Pour une vraie loi climat. En tant que... oui, alors souvent on entend dire, pour justifier le système que nous avons et qui est sanctifié par la Constitution de 1958, on entend beaucoup de gens dire « mais oui, mais le peuple n'est pas capable de se gouverner, mais les gens sont des imbéciles, des ignorants, ils ne sauront pas faire la part des choses, il faut des spécialistes de la politique pour les représenter », et ça justifie évidemment toutes les prises de pouvoir abusives. Et ce que vous dites démontre bien qu'à partir du moment où des gens discutent entre eux avec une certaine liberté et qu'on leur donne des informations éclairées et diversifiées, à ce moment-là, le niveau de conscience et de compétence augmente. Et c'est ce qui a été observé également sur les ronds-points des Gilets jaunes. Et c'est bien pour ça que très rapidement, le pouvoir a sommé les préfets de détruire les ronds-points parce que c'était des assemblées populaires et qu'en un temps extrêmement court, on a vu, par le dialogue de ces gens qui venaient d'horizons différents et qui avaient des degrés d'instruction différents, on a vu une élévation de la conscience politique. Oui, et donc, Sophie, moi je pense que c'est pas valable que pour la politique, hein. Oui, bien sûr. Moi, en tant que médecin, quand j'avais une femme qui parfois ne savait pas, enfin je parle de femme parce que j'étais gynéco,
une femme qui ne savait pas lire et que je lui faisais un schéma pour lui expliquer le fonctionnement du système hormonal, etc., eh ben, elle était aussi capable de comprendre que moi. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre les gens au même niveau et qu'on arrive à avoir un vocabulaire qui est compréhensible. Je veux dire, c'est à chacun de faire un effort pour se synchroniser, pour s'harmoniser. Et ça, c'est quelque chose qui vaut pour la médecine, qui vaut pour l'éducation, Absolument. qui vaut pour la politique. Enfin, c'est dans tous les aspects de la vie. C'est pas juste dans la politique. Hein. C'est vraiment Oui, global, tout à fait. hein. Tout à fait. Mais disons qu'on parle aujourd'hui spécifiquement de ce sujet-là parce que on est dans un manque cruel et qu'on a quand même visiblement une pratique politique qui est en train complètement de déraper et qui s'oppose au peuple dans son ensemble en essayant de l'infantiliser, de le culpabiliser en lui disant qu'il n'est pas capable. Alors, on a parlé de la convention là, citoyenne sur le climat. Et justement, c'est un extraordinaire exemple de ce qui, à notre sens, à nous apparaît comme étant le lien indéfectible qui doit exister entre une véritable démocratie et l'écologie. C'est-à-dire, il semble qu'il ne puisse pas y avoir de recours écologique, il ne puisse pas y avoir d'avenir écologique désirable si nous ne nous dotons pas des éléments de démocratie indispensables pour y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes nous semble à bout de souffle, et en tout cas un système qui est noyauté par une oligarchie, par des corps d'État qui bloquent finalement l'accès à des débats citoyens intéressants. Oui, mais Sophie, je pense qu'il y a... Enfin, tu as été conseillère municipale, moi aussi, Denis aussi, peut-être d'autres dans l'Assemblée. C'est très facile quand on rentre dans une... Et encore, enfin, nous, on était à l'échelon communal, donc, enfin municipal, c'est-à-dire vraiment avec un pouvoir pas très important. N'empêche que c'est comme à chaque fois, quand on découvre un nouveau monde, il faut s'approprier le langage, il faut s'approprier le fonctionnement, et ça demande de l'énergie, et ça demande du temps, voilà. Et on se dit, bah, je fais 6 ans, et donc au bout de 6 ans, j'ai compris comment ça fonctionnait, je me sens bien dans le truc, j'ai envie de continuer. Et puis, ça dépend, hein, parce que moi je me sentais pas bien. Non, mais il y a certaines personnes qui pensent ça. Ah ben oui. Et qui, au bout de 2, 3, 4 mandats, continuent à se présenter. C'est bien la raison pour laquelle... Aussi bien toi que moi, que Denis, on a fait le choix de faire un mandat, même pas 2. Enfin, voilà. Moi, j'ai fait... La plupart des gens en France n'ont jamais été élus ou n'ont pas l'intention d'être élus. Je crois qu'il faut qu'ils soient convaincus qu'aujourd'hui, cette constitution de 1958, elle ne permet plus d'avancer et qu'il faut arriver à une démocratie directe. Et j'aimerais poser la question justement à Joe, qui a fait le choix, lui, de se présenter sans trop y croire, surtout pour avoir une tribune, expliquer ce qu'est le mouvement de la décroissance. J'aimerais que Joe nous donne son point de vue sur le lien entre le système que nous avons aujourd'hui, celui qu'on pourrait avoir, et ce que pourrait être l'écologie de demain. Oui, alors donc...
comme disait Denis, il aurait pu le rappeler aussi, c'est le rapport Meadows donc des années 70 sur News qui a déjà tout balancé concernant ce qui se passe aujourd'hui. René Dumont, 74, pareil, avec son verre d'eau qui a fait 2%, enfin tout le monde rigolait, enfin, etc. Donc c'est des gens qui... C'est un peu ça qui a été des déclencheurs pour moi aussi, d'influence en tous les cas, de pensée systémique. Et j'ai envie de le rappeler quand même, parce qu'il faut quand même le rappeler, écologos, écologie, puisque c'est le débat, c'est le sujet, démocratos et écologos. Écologos, c'est la science, c'est donc la science de l'habitat, comment on habite un lieu, donc comment on habite la nature, comment on habite et comment on utilise, enfin, en tous les cas, la nature, les éléments de la nature pour pouvoir habiter en harmonie avec elle. Donc ça, c'est donc un rapport à l'être et à l'existentiel. Alors, l'existentialisme sartrien si on veut, mais l'être dans le sens de l'essence et de l'existence. Hein, alors, on ne va pas faire un cours de philo, mais on est bien dans la nature humaine, des profondis de la nature humaine concernant une manière donc d'habiter le monde. Et donc d'habiter un écologos, quoi, c'est-à-dire in situ un endroit et en respectant donc ce que la nature nous donne. Donc écologos, voilà, enfin voilà, bref. Et donc la démocratie, pour faire un lien avec l'écologie, ça se construit sur un fondement d'égalité. Hein, il y a 3 principes. Il y a le principe anthropologique, c'est l'homme qui se pense comme égaux. Hein. Il y a le principe sociologique, qui est une société fondée sur le principe d'égalité. À la base, hein, je dis bien un fondement, hein, je parle bien du fondement. Hein. Donc, le principe sociologique, société fondée sur le principe d'égalité, c'est-à-dire des valeurs partagées, le rapport au travail, enfin une équité dans les activités, et puis un principe politique, c'est-à-dire une relation au peuple et au pouvoir. Et bien, c'est bien ça, donc la question, en sachant que la démocratie n'est pas un signe de liberté, mais un apprentissage, quoi. Et nous le payons, justement, nous le payons parce que la démocratie est en danger, parce qu'elle n'existe plus, parce que il serait trop simple de penser qu'en accroissant la démocratie, par enchantement, on va résoudre des problèmes écologiques, parce qu'on est quand même, et il faut quand même le dire, on est quand même les enfants du siècle des Lumières, donc on est quand même les enfants et victimes du siècle des Lumières, de la raison du progrès, Auguste Comte, la société positiviste, je passe, Diderot, Montesquieu, Voltaire, etc. Et donc on est bien à genoux. Alors vu qu'on est une société qui se veut donc laïque, enfin quasiment fascistement laïque, enfin je caricature un peu, c'est pour aller vite, mais en disant en tous les cas monothéiste au niveau de la laïcité, en sachant que les religions ça a le droit d'exister, la pensée spirituelle ça a le droit d'exister, le fait d'être différent ça a le droit d'exister, le droit à la différence c'est quand même un principe démocratique de l'anthropologie. Hein, moi ce que je dis aux étudiants c'est qu'il n'y a ni supérieur ni inférieur, il n'y a que de la différence. Je dis voilà, retenez ce mantra, c'est le mantra des sciences humaines, on va dire ça comme ça. Il n'y a ni supérieur ni inférieur, il n'y a que de la différence. Bien. Donc, à partir du moment où dans une démocratie, il y a des dominants, eh bien déjà, c'est une fausse démocratie. La nature humaine est déjà aliénée, elle est déjà aussi dans une forme de fétichisme d'accès au pouvoir. Marx est passé par là pour déjà parler aussi du fétichisme de la marchandise. Et donc, on en arrive à une dimension un peu messianique comme ça de Marx par rapport, parce qu'il a quand même bien développé ce circuit-là, et puis pour l'opposer, sans l'opposer, mais de Pascal, quoi. Pascal, un peu comme un extraterrestre dans une dimension eschatologique, voilà, où il place aussi Dieu, quoi, mais il ne faut pas avoir peur des mots, parce que de toute manière, nous sommes même pas créateurs, nous ne sommes que procréateurs. Et encore, c'est le corps féminin qui procrée dans le sens matriciel du terme, quoi. Donc restons humbles, c'est ça que je veux dire, hein, en ouvrant les portes. Alors, le chéri, qu'est-ce que t'as? Ah, oui. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Fermez vos micros. Oui. Oui, et donc
c'est pas simple une démocratie écologique puisque nous sommes issus du siècle des Lumières, nous avons développé une rupture, la modernité, c'est une civilisation de la rupture, c'est une civilisation de la rupture du nous, c'est-à-dire au sens du grec, c'est-à-dire N majuscule, le nous, la totalité, hein, c'est-à-dire les sociétés holistiques, donc traditionnelles, voilà, où je pense ce que mon père, je crois ce que mon père croit, et mon père croit ce que son père, donc mon grand-père, croit ou a cru, etc. Et donc il n'y a pas de rupture. Alors c'est pour ça que les Lévi-Strauss s'amusent à dire, dans les sociétés traditionnelles, les sociétés traditionnelles n'ont pas d'histoire. Bon, ils s'amusent un peu là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a une pérennisation de croyances, d'organisation tribale, de place, de représentation, de soi, enfin de chacun à sa place, et avec un respect identitaire, territorial, enfin voilà, parce qu'on peut résumer l'humanité avec 3 concepts. Hein, on peut résumer, enfin j'ose le dire, c'est un peu égotique, mais sans l'être du tout, avec 3 concepts, en faisant un triangle et en mettant en haut identité, territorialité en bas et pouvoir à droite. Identité, territorialité, pouvoir. Et on met une flèche de réciprocité sur chaque côté du triangle. Voilà. Et ça, bon, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est peut-être pas le sujet, mais la démocratie, si elle était dans cette triangulation de l'identité, de la territorialité et du rapport au pouvoir au sens équitable du terme, bah, il n'y aurait pas de difficulté pour vivre ensemble. Alors, il n'y aurait pas de difficulté pour concilier les droits humains, il n'y aurait pas de difficulté par rapport à la soumission à la nature, enfin, de la soumission de l'être humain à lui-même, enfin bon, je vois. Bref. Mais donc, pour toi, Joe, est-il nécessaire d'introduire des articles concernant l'écologie, l'environnement, dans la Constitution actuelle ou dans une éventuelle autre Constitution? Est-ce que pour toi, c'est important que dans la loi des lois, on introduise ça? Oui, alors bon, je vais y répondre synthétiquement parce que c'est un sujet de 3000 pages. L'écologie ne peut pas faire alliance avec une société productiviste dans laquelle on est. Ça, c'est le courant de la décroissance. Il faut apprendre à décoloniser notre imaginaire. Donc, on ne peut pas être productiviste et écologiste puisque on parle, enfin voilà, on nous vend de la croissance verte, on nous vend du greenwashing. Oui, mais est-ce que on nous vend des vélos électriques, des vélos nucléaires, des voitures nucléaires. Ça, c'est pas dans la Constitution, mais à ton avis, est-ce que il faut l'inscrire dans la Constitution ou non? Je peux aussi poser la question. Oui, j'y réponds vite fait. Ça peut être inscrit dans la Constitution, mais en tiendrons-nous compte et de quelle manière? Ça va être encore un débat, l'écologie, jusqu'où on peut aller pour être écologiste, etc. Enfin, bon, s'il y a un débat, au moins ça serait sympathique, mais voilà, c'est comme les drogues, quoi. Il y a 0 débat, quoi, si vous voulez. Donc, comme le nucléaire, il y a 0 débat, il n'y a pas de transparence. Donc, forcément, j'y crois pas vraiment. Tu es dans le centre du sujet, puisque, effectivement, une véritable démocratie, c'est une démocratie dans laquelle les citoyens débattent, et forcément, ils en parleraient. Pour vous, Patricia ou Denis, ces sujets doivent-ils être abordés dans la Constitution, que ce soit celle de 58 ou une autre? Oui. Donc, je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que la Constitution de 58 arrive à bout de souffle, même si elle a été très adaptable, beaucoup plus que son fondateur, Charles de Gaulle, il pensait. Moi, je me rends compte, alors peut-être à cause de ma formation juridique, puisque j'étais éduque au ministère de la Justice, que le droit est une des entrées et un des leviers, un des outils de combat pour l'écologie. On l'a vu sur la question de l'affaire du siècle, avec la plainte contre l'État français pour inaction climatique par rapport à un texte engageant au niveau international lié à la COP 21 en 2015, et le fait qu'il ne suivait pas ses propres préconisations.
Et là, on s'est rendu compte que la loi pouvait être un outil de combat, et avec un succès très très net. Et donc, moi, je suis pour l'inscription dans la Constitution de l'écocide, par exemple. Le crime d'écocide. Aussi parce que j'ai en tête la question des dégâts des multinationales dans des pays qui sont moins protégés au niveau juridique, où les multinationales ont encore plus de pouvoir qu'elles n'en ont chez nous. Et donc, où l'accaparement des terres, la question des pollutions qui sont exportées, la question de la raréfaction de l'eau et de son accaparement est un sujet extrêmement fort, et donc il faut absolument de la régulation. Si il peut y avoir des textes forts au niveau national et international sur ces questions-là, oui, parce que l'aspect juridique devient sur ces questions, comme la question des droits de l'homme et comme la question de la justice sociale, du coup, ça devient accessible aux citoyens pour faire levier pour une société qui articule écologie et justice sociale. Oui. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose, c'est que actuellement tout le monde s'approprie le terme de transition écologique, on en est très loin. Avec Denis, on pense que de toute façon ce terme de transition n'est plus adapté à la situation actuelle. Parce qu'il y a urgence. Et qu'on doit bifurquer complètement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer de direction. Oui. Pour ça, il va falloir, il va falloir trouver le moyen et comment on associe les citoyens. Pour nous, il y a 3 pistes et qui ne sont pas forcément très agréables à envisager. La première, c'est convaincre. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les citoyens de la nécessité de changer radicalement de mode de vie. Et là, déjà, le mot transition est un mot qui donne l'illusion qu'il n'y a pas urgence. Oui. Bon, alors déjà, donc, comment on fait pour convaincre? Bon, point d'interrogation. Deuxième question, comment on fait si on n'arrive pas à convaincre? Il faudra trouver les moyens d'inciter les gens à changer. Et si on n'y arrive pas, il va bien falloir à un moment utiliser la contrainte. Donc comment on fait pour articuler ces 3 leviers, convaincre, inciter, contraindre, et en y associant les citoyens? Parce qu'autrement, si on ne les associe pas, on fait on devient totalitaire, et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il va falloir trouver une articulation et réfléchir ensemble, je dis bien ensemble, à comment on fait pour aller dans une direction qui est totalement différente de celle dans laquelle on va actuellement. Il y a déjà la nécessité d'une information claire et non faussée. Et malheureusement, cette information, elle est encore trop peu accessible. Il y a effectivement le fait que, tu l'as souligné tout à l'heure quand tu parlais de la Convention citoyenne, lorsque les gens sont amenés à pouvoir débattre entre eux, à se rassembler, eh bien la conviction est beaucoup plus facile à emporter. Oui, mais là, en l'occurrence, dans la Convention citoyenne, ils n'ont pas juste débattu entre eux. Parce que sinon, ça devient des discussions de ce qu'on appelle de manière réductrice café du commerce, et là, on n'avance pas. Donc, à un moment donné, il faut bien aussi donner un cadre à la réflexion. C'est ça. Et poser la problématique de manière un peu carrée, avec effectivement, d'où le rôle des experts dont je parlais tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le débat, par exemple, dans des assemblées qui seraient prévues dans une autre forme de pouvoir, permettrait justement aux citoyens de s'accaparer ces sujets-là beaucoup plus
Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que groupe constituant, on est convaincus qu'on ne pourra pas avoir ce changement de cap dont tu parles avec raison si on n'a pas aussi un changement de cap constitutionnel. Pour nous, c'est au cœur du problème. Alors, attendez, je vais juste demander si dans les internautes, il y en a qui souhaitent faire une remarque ou qui souhaitent prendre la parole pour poser une question. Est-ce qu'il y en a qui veulent? Vous faites un petit signe ou vous mettez dans le chat que vous souhaitez parler. Je vois qu'il y a Michel Simonin qui dit « La transition écologique, c'est une arnaque comme le développement durable. Il n'y a plus que la décroissance de crédibles. Organisons-la. » Est-ce que ce Michel Simonin voudrait prendre la parole pour développer? Si oui, vous désactivez le micro. Oui, ok. Je veux bien développer, mais c'était Bonsoir. pas prévu. Bonsoir, oui, colistier de Joe. Suppléant de Joe. Je fais qu'énoncer une banalité. Le développement durable, c'est une arnaque déjà dans les mots. C'est contradictoire, un oxymore. La transition écologique, le mot apparaît, c'est tellement le développement durable est discrédité. Mais ça suit la même logique. Et d'ailleurs, avec la croissance verte en ce moment, et du coup, il n'y a guère qu'une organisée de manière une décroissance équitable. Et justement, et c'est pour ça que je suis là, ça m'intéresse ces histoires de conventions citoyennes, puisque j'ai suivi ça de près. Et puis je me suis amusé à relever toutes les différences qu'il pouvait y avoir entre des gens normaux, on va dire, qui ont été tirés au sort, et puis des professionnels de la politique sur des sujets très basiques, comme la vitesse sur autoroute, ou bien les ondes, qu'est-ce qu'il y a encore comme mesure et puis des mesures... Le nucléaire, l'usage de l'avion... Oui, tiens, l'avion, j'en oublie plein, en fait. Pourtant, parce que je n'avais pas prévu d'intervenir. Du coup, il y a une différence assez nette avec les professionnels de la politique. Ça repose, à mon avis, sur la délégation de pouvoir qui infantilise les électeurs. Ils sont prêts à croire des choses contradictoires parce qu'il y a des professionnels qui s'occupent de ça. Mais dès qu'on les informe correctement, comme ça a été le cas dans la Convention citoyenne, ils prennent des positions bien plus avancées. Et du coup, l'idée que nous, on développe chez les décroissants, c'est d'essayer d'institutionnaliser ces conférences du consensus, d'essayer de les institutionnaliser. De quelle façon? Déjà d'une manière permanente. On propose qu'à côté de chaque assemblée d'élus, il y ait des assemblées tirées au sort qui a un droit de veto seulement. Il y a une sorte de veto populaire. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Attendez, il y a quelqu'un qui a son micro là. Allez. Oui. Alors, je disais, d'instituer un veto populaire. Ça existait, par exemple, sous la Révolution française, ils avaient réussi à faire ça à un moment, bon, ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que s'il y a une portion du peuple qui s'oppose à des mesures qu'ils estiment défavorables, par exemple la 5G, ou bien sur le kérosène, ou bien sur plein de sujets, sur des lois qui sont posées, qu'il peut y avoir un veto populaire. Donc, institutionnaliser ça de manière permanente à côté des assemblées élues, et puis aussi les jurys citoyens ou conférences du consensus, c'est la même chose, de leur donner plus d'importance, et puis de pas, c'est la saisine qui est importante. Quand Macron, il a parlé de ses 150 citoyens, j'étais à peu près sûr du résultat, qu'il allait avoir des hiatus comme ça. Quand il a dit sans filtre, j'étais sûr qu'il allait être obligé de filtrer, parce que des gens qui ne sont pas des professionnels prennent des positions trop avancées pour des professionnels. Mais du coup, ce serait d'institutionnaliser ces jurys citoyens et aussi à côté de chaque assemblée élue, de mettre des assemblées tirées au sort, qui est seulement un droit de blocage. On faut pas, c'est tout à fait possible.
des choses comme ça pour faire que le peuple puisse exercer plus directement des pressions. Parce que sinon, les professionnels de la politique seront toujours du côté du réalisme à courte vue de la finance. Hein. Voilà, c'est l'idée générale. D'accord, très bien. Alors, tout à l'heure, au début du débat, on a parlé de la justice sociale. Et je pense que la justice sociale, aujourd'hui, elle est indissociable du combat écologique. Pour toutes sortes de raisons. On parlait par exemple de l'accès à l'eau, on parlait de la pollution, etc. Et tout ça est très imbriqué. Et cette exigence de justice sociale, elle se heurte malheureusement à une répression dont certains d'entre vous d'ailleurs ont été les victimes. On évoquait tout à l'heure le fait que Denis a été mis en garde à vue tout simplement parce qu'il avait co-organisé une manifestation sur le climat, manifestation qui d'ailleurs était tout à fait pacifique. Et cette répression, devant la résistance des militants face aux dérives actuelles, eh bien, elle est aujourd'hui, cette répression extrêmement féroce. Est-ce que cette répression n'est pas une des raisons finalement pour lesquelles il n'y a pas plus de citoyens qui se lèvent pour défendre nos droits, nos libertés, notre avenir, notre environnement? Joe, peut-être? Oui, la méthode générale, après je la décrirai un petit peu plus, c'est de proposer des processus de décision qui maximisent les avantages et qui minimisent les défauts de ces procédures démocratiques par une extension du domaine de la démocratie, et donc par un mixte démocratique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un mixte démocratique? Ça veut dire, une démocratie représentative, 2, une démocratie participative, et 3, une démocratie directe. Donc, démocratie représentative, ça veut dire de défendre un peu le suffrage universel et l'élection, même si on peut être contre, mais en limiter totalement la professionnalisation, en tous les cas, et le carriérisme, ça avait été cité tout à l'heure. Une démocratie, donc c'est pour ça que les décroissances sont pour le tirage au sort avec une possibilité de refuser. Voilà. Une démocratie participative, c'est-à-dire installer, ça rejoint les Gilets jaunes, installer des assemblées populaires qui disposent d'un droit de veto temporaire à côté de chaque assemblée élue, quoi. Et puis une démocratie directe, c'est-à-dire mettre en place progressivement un système de votation citoyen ou citoyenne, un peu comme en Suisse. Voilà. Et les Gilets jaunes ne sont pas que pour une démocratie dite participative, parce que participative, tu donnes ton avis, mais le pouvoir fait quand même ce qu'il veut. Non, nous voulons véritablement avoir notre mot à dire dans l'espace politique. Donc le minimum étant le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, hein, voilà. Ça c'est le minimum. Et ça c'est plus que participatif déjà. Oui, on est OK, quoi. Ouais. Mais bon, le problème, on avance un peu parce que le temps est compté, c'est que la pandémie, c'est une opportunité pour accélérer un nouvel ordre, on pourrait dire autoritaire, et on pourrait dire autoritaire et numérisé. Hein. On nous impose la 5G sans débat, sans référendum, alors qu'il y a des centaines de scientifiques et de médecins qui demandent au moins un moratoire ou un référendum. Et donc, on balance ça dans la Big Mother, quoi, on pourrait dire ça comme ça, la mère santé, et puis on est dans du Big Brother parce que voilà, tout le monde le sait, George Orwell c'est passé par là et on l'incarne, on est dans une incarnation du Big Brother, et puis on est dans le Big Data, puisque c'est la stratégie du choc, et là ça fonctionne à fond, c'est ce que Naomi Klein balançait déjà dans ses ouvrages. Et donc là, on est en train de complètement mettre en place une société de surveillance, de contrôle et de surveillance. Et on va, alors je vais vite, mais c'est parce que c'est pour laisser aussi la place aux autres. Mais on n'en est pas encore au crédit social, mais on y va, quoi. On y va, hein, etc. Et c'est parce qu'on est gouverné, et ça tout le monde le sait, en profondeur par la lobbycratie et en surface par la politique.
Et ils s'arrangent entre eux. C'est pour ça que la Convention, etc., oui, etc. Et en même temps, l'objectif, c'est la sacro-sainte croissance. Donc on est à genoux devant une nouvelle théologie, une théologie qui est la sacro-sainte croissance. La sacro-sainte croissance qui veut dire le sacro-saint progrès, et c'est en ce sens-là que nous sommes les enfants victimes du siècle des Lumières, puisque la raison du progrès, la science, la technique, si c'est bon pour la science, c'est que c'est bon pour l'homme, eh ben non. Les bombes atomiques, c'est pas visiblement bon pour l'homme, etc. L'enfouissement des déchets à Bure, il faut quand même le citer, puisque ça fait 20 ans que je suis dessus, qu'on est dessus, c'est encore un scandale, un scandale, je ne sais pas comment dire, technocratique, de l'Andra, de la politique, de ses choix, des financiers, etc., de l'oligarchie, etc. Tu parles de Bure, et d'ailleurs, dans quelques jours, il va y avoir les procès des manifestations, premier 2 et 3 juin à Bar-le-Duc. Je parlais tout à l'heure de la répression. La répression est féroce. Or, on a un pouvoir qui refuse complètement de prendre en compte, d'admettre les écueils terrifiants de l'évolution climatique et environnementale. Il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer en Californie actuellement, où on arrache des centaines et des centaines d'arbres fruitiers parce que les arbres fruitiers n'ont plus d'eau, tout simplement. Patricia ou Denis, par rapport à cette réflexion, vous qui êtes aussi des militants pour la non-violence, je pense qu'on va pouvoir en parler, mais on va en parler dans la 3e partie. René qui est à côté, disait qu'il fallait quand même insister sur le fait qu'il y a une antinomie totale entre le libéralisme et l'écologie. Voilà. Oui, mais on reprend là, Sophie. Oui, tu peux y aller. Bon, c'est bien. Moi, j'avais envie de dire 3-4 choses pour que quand on se quitte, il y a des éléments qui restent. Cette Convention citoyenne pour le climat, à mon avis, elle a amené des changements déjà dans la mentalité et dans la manière de faire de la politique. Et c'est pour ça qu'elle va faire date. C'est-à-dire que c'était peut-être une manipulation ou le fait de botter en touche de la part d'Emmanuel Macron, mais en vrai, il y a eu des éléments de confirmation autour de la Convention citoyenne pour le climat. D'abord, que le tirage au sort, c'était pas ridicule. Et ça, c'est un élément fondamental. Très bien. Deuxièmement, que les citoyens, à partir du moment où ils étaient accompagnés, j'allais dire, par des experts qui n'ont rien à vendre, c'est-à-dire qui ne sont pas manipulés par des lobbies ou des multinationales, mais qui ont, j'allais dire, un savoir à faire partager, étaient capables d'élaborer, d'abord étaient capables de monter en compétences, et ensuite étaient capables d'élaborer des propositions qui tenaient complètement la route. Et concrètes. Et qui étaient concrètes. Oui. Et donc, ce que je dis souvent, moi, quand tout le monde parle des déceptions liées à la Convention citoyenne pour le climat, c'est vous regardez les 149 propositions, puisque celle sur la réduction du temps de travail, ils s'étaient auto-censurés, et quand on voit le résultat, ils auraient dû la mettre finalement. D'ailleurs, ces 150 propositions, elles vont être affichées au Forum national du MAN sur l'articulation entre écologie entre transition écologique ou bifurcation écologique et justice sociale, parce que du coup, ça nous sert de point d'appui, ces 150 propositions. Aussi bien la mouvance Gilets jaunes que la mouvance écologiste. Il y a quelque chose qui se rencontre, parce que l'air de rien, dans la Convention citoyenne pour le climat, le cadrage, c'était comment on fait, le terme transition écologique était utilisé, comment on amène la France bas carbone en 2030 avec la question de la justice sociale, c'est-à-dire en préservant la justice sociale. C'était ça le contrat de départ. Et du coup, les citoyens s'en sont emparés, mais avec talent. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé... Eh bien oui, et ils ont utilisé les moyens que l'État leur a donnés
Leur a concédé. Oui, on leur a concédé. Ils sont réunis au Conseil économique, social et environnemental, qui est la troisième chambre, effectivement, qui n'est pas une chambre de décision, mais une chambre de proposition. Et ils ont des très intéressantes qui nous servent de guide. C'est ça que j'avais envie de dire. C'est que là, on peut avoir un outil. En vous écoutant tout à l'heure, moi, quand je pense à la Convention citoyenne pour le climat, à partir du moment où on ne prend pas les gens pour des imbéciles, c'est-à-dire où on respecte, et ça, c'est un vrai problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, la manifestation du 28 mars pour une vraie loi climat a eu du succès, c'est que les citoyens, aussi bien ceux qui étaient dans la Convention citoyenne pour le climat que ceux qui suivaient la Convention citoyenne pour le climat, ils ont pris les choses au sérieux. Et le problème, c'est que la décision politique n'a pas respecté cette parole de les prendre au sérieux à partir du moment où eux, ils avaient fait leur contrat. C'est-à-dire, ils ont élaboré des propositions qui étaient à la fois une articulation entre un souci de justice sociale et arriver à une France bas carbone en 2030. C'est ça l'élément fondamental qu'à mon avis, il y a à retenir. Et donc, ce brouillon de la Convention citoyenne pour le climat, à mon avis, c'est avec une option politique qui n'est pas une option manipulatoire, mais une option réellement démocratique, et avec des politiques qui tiennent leur parole, ça devient quelque chose de très intéressant, et on pourrait associer à toutes les instances délibératives, que ce soit communales, départementales, régionales et nationales, des conventions citoyennes sur des sujets extrêmement précis qui touchent aussi le quotidien des gens, les questions de consommation, les questions de mobilité, les questions de pollution, les questions de travail, les questions de temps de travail, d'éducation, de garde d'enfants, etc., etc. Et en cadrant les choses et en travaillant sur cette articulation citoyen tiré au sort et expert, pour monter en compétences, on arrive à des choses extrêmement intéressantes. Alors le groupe Gilets jaunes Nancy Porte Sud, justement, travaille en ce moment, et il va probablement collaborer avec d'autres collectifs, sur une sorte de commune du Grand Nancy. On aimerait bien essayer d'introduire cette notion-là, faire une commune, et utiliser le biais du RIC local pour démontrer que les citoyens sont tout à fait capables de s'emparer des questions politiques. Et au fond, dans ce que tu dis, je me dis qu'on pourrait très très bien baser le RIC local sur 2 ou 3 propositions de la Convention en local et utiliser ces 2 ou 3 propositions pour attirer les gens à un vote. Alors on sait très bien que aujourd'hui, un RIC local n'a pas véritablement de possibilité légale d'être appliqué, mais en tout cas, on ne peut pas empêcher sa tenue. C'est-à-dire que une commune, si elle a une demande de RIC local, elle doit le mettre en place. Peut-être que malgré l'importance des suffrages, la proposition et les décisions qui ressortent de ce RIC local ne seront pas appliquées, mais au moins c'est un début de processus de consultation démocratique, et effectivement ça va entraîner du débat, puisque on ne peut pas imaginer un RIC sans qu'il y ait auparavant du débat, des assemblées qui se réunissent. Donc moi, je proposerai aux camarades du groupe que peut-être effectivement on se replonge dans les propositions de cette convention pour y trouver 2 ou 3 sujets intéressants. Moi, ce qui me paraît intéressant, Sophie, c'est de ne pas se contenter d'énoncer de propositions un peu passe-partout, mais d'aller dans le dur, quoi, d'aller dans ce qui clive, parce que de toute façon, il va falloir en passer par là. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental.
Alors, bon, nous, on en a beaucoup parlé, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce forum qui durera donc du 11 au 16 juillet sur le thème Face aux urgences écologiques, agir pour la justice sociale. Se former pour s'engager, parce que c'est pas juste, voilà, hein, c'est vraiment comment on se forme, et il y aura d'ailleurs beaucoup de formations qui seront proposées, et dans ces propositions de formation, il y en a quelques-unes qui ont des titres qui vont, je pense, vous parler. Par exemple, la négociation. Comment on fait pour négocier? Parce que si on négocie pas, ben, on clive. Et puis on part chacun de son côté et on ne fait pas société ensemble. Oui. Un autre thème, c'est les mutations qui nous attendent. Parce que oui, il va falloir affronter des changements pas forcément agréables. Oui. Et puis une autre, mais ce sont des exemples, c'est peut-on changer? Parce que tout simplement, la question, elle est là aussi. Voilà. Oui, oui, tu as raison. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Vous verrez, il y a des formations plus pratiques autour de zéro déchet pour alléger la planète, s'initier au théâtre forum, etc., etc. Il y a plein d'autres, voilà. Mais je crois que ça, c'est fondamental parce que... Redis-moi les dates. C'est du 11 au 16 juillet, du dimanche 11 au soir, enfin à 17h, au vendredi 16 à midi. À quel endroit? C'est à l'école d'horticulture et du paysage de Roville-aux-Chênes. Ah oui. Et les inscriptions, c'est sur le site internet du MAN, nonviolence.fr/forum 2021. D'accord. Voilà. On pourra envoyer le... Oui, oui. Oui, tu m'enverras quelque chose que je mettrai joint à la vidéo qui va être faite après ce débat. Voilà. T'as écrit en privé, Sophie, à nouveau. Oh là là. J'en profite que Sophie me corrige pour répondre un petit peu à René sur la question de l'incompatibilité entre le libéralisme économique ou le capitalisme financier et l'écologie. Oui, on en est tous convaincus. Ce qu'on cherche, c'est à éviter la prédation. Aussi bien la prédation vis-à-vis de la nature, sur les terres, sur l'eau, sur les matières premières, que la prédation sur les individus. Oui, ou sur les peuples premiers aussi. Oui, ou sur les peuples premiers, voilà. Et aussi dans les rapports entre sexes. C'est-à-dire que... Même la prédation sur l'espace. Oui, maintenant il y a la prédation sur l'espace, forcément, puisque ce capitalisme financier a besoin d'expansion dans sa nature même. Dans sa nature même. Quoi, hein. Donc mais ça, c'est une révolution culturelle, c'est une révolution douce. Civilisationnelle. Mais c'est dans la tête. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'accumulation et il y a la question de la prédation. Hein. Donc, et en même temps, il y a la question très claire de ce que nous on appelle la conversion, c'est-à-dire la conversion de l'agriculture, la conversion de l'industrie, enfin, avec des éléments qui sont très très durs. Hein. On voit comment Total manipule la question de la transition écologique pour fermer des usines et mettre des gens au chômage, en foutant ça sur le dos de la transition écologique. Oui. Donc, le combat va être difficile et en même temps, il va être passionnant. Oui, mais on ne doit pas laisser des gens sur le bord du chemin. C'est-à-dire que la conversion industrielle, par exemple, elle ne va pas se faire en 5 minutes. Il va falloir la préparer et la préparer vite. Parce que sinon, ça va être une casse sociale catastrophique et dont toute la société va souffrir. Je crois que ça, il faut vraiment en être conscient. Hein. D'autant qu'il y a des analyses qui indiquent que la démographie est un véritable problème, et il y a des analyses qui laissent entendre que supprimer une partie de la population d'une façon ou d'une autre serait finalement pas si malvenu que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Joe, de ça. Au niveau démographique, non, mais bon, oui.
Voilà, bah, c'est du génocide, quoi. C'est de l'eugénisme. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la pandémie. On a fait partir les autistes ou les anciens. Il n'y avait plus assez de place. Donc, enfin bref, ça c'était de l'eugénisme complet. Enfin bon. Mais oui, donc, un tout petit mot, garantir la biodiversité dans la Constitution, ça c'est fondamental. Mais qui dit garantir la biodiversité dans la Constitution, ça veut dire qu'il faut réfléchir d'une certaine manière, consensuelle, dans le sens qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Je répète, une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Même un enfant de 7 ans, où il n'y a que les économistes libéraux qui peuvent le penser, enfin voilà, ils peuvent penser le contraire, quoi. Je veux dire, même un enfant de 7 ans peut le comprendre. Et donc, il faut retrouver le sens de la mesure et des limites. Hein, c'est dit, chacun le dit à sa manière. C'est consommer moins. Un des mantras de la décroissance, c'est moins de biens, plus de liens. Moins de biens, plus de liens. Donc consommer moins et mieux. Consommer moins, c'est le paradigme, c'est André Gorz. Hein, il faut changer de paradigme. C'est pas consommer plus et moins bien, c'est consommer moins et mieux. Et donc là, enfin bon, je reprends sur les voitures nucléaires, on y va à fond la caisse, quoi. Les voitures nucléaires, la publicité, les machins, enfin, etc. Électrique, hein, électrique. Et donc, comme dit Patricia, c'est compliqué parce qu'on remet en question le capitalocène, hein, le libéralocène dans lequel on est, parce qu'on parle de l'anthropocène. Hein, l'état humain que nous sommes, destroyons la planète. C'est la première fois qu'on destroy aussi rapidement la planète. Enfin, ça fait déjà 2 siècles, le siècle des Lumières, le 18e, et on est déjà donc dans l'iceberg. Hein. On est déjà né dans l'iceberg. Hein. On vit le Titanic. Hein. Et donc, il faut. Alors, bon, c'est l'espérance à main nue, quoi. Mais comment y croire en sachant que le monde, enfin c'est peut-être pour finir un peu là-dessus, parce que c'est délicat enfin on peut continuer, mais bon, il y en a qui vont s'en aller, donc on pourrait dire en citant Einstein, que le monde ne sera pas détruit par le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, voilà. Hein, c'est un proverbe, une phrase d'Einstein qui est connue, que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Donc entrer dans la résistance, moi la décroissance, c'est une manière d'entrer dans la résistance pour une souveraineté populaire, pour une souveraineté citoyenne, pour une société pacifiée, pour créer de plus de liens sociaux et intergénérationnels, pour développer une forme d'autonomie locale, une relocalisation, les biens publics, l'hôpital public. Voilà, là, on paye à fond la caisse, le libéralisme outrancier. Ah ben ça, on le paye à fond la caisse, ça c'est sûr. Alors là, on va être obligé malheureusement de conclure parce qu'il y en a qui doivent s'en aller dans nos invités. En tout cas, j'aimerais bien que tu nous redises ton dicton. Moins de biens, plus de liens, ça c'est pas mal. Il n'y a ni supérieur ni inférieur, il n'y a que des différences. Voilà. Alors faisons-le ensemble, sans stigmatisation. C'est ça, faisons-le ensemble. Écoutez, moi je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu venir débattre. On aurait pu débattre encore 3 ou 4 heures, ça c'est sûr, en entrant dans des détails, dans du concret, etc. Mais là, le but, c'était un petit peu de démontrer à ceux qui écouteront ensuite la vidéo qui sera sur YouTube que les questions d'écologie et de démocratie sont absolument indissociables et nécessitent l'information, la réflexion collective et nécessitent effectivement de changer nos façons de penser, nos façons de réfléchir à tous. Alors, moi, je pense qu'il y a 3 urgences auxquelles on a à faire face. Hein. Il y a l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Voilà. Les 3, elles vont ensemble. On ne peut pas en prendre une sans prendre les 2 autres. Oui. Et puis, il faut apprendre à démondialiser et à démarchandiser. Hein, oui. C'est ça. Voilà, alors écoutez, ça nous laisse du pain sur la planche et c'est tout un programme, effectivement. Nous en avons encore assez à faire pour toute une vie. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je rappelle qu'il y aura bientôt le forum en juillet, le forum et que vous pouvez vous renseigner auprès du MAN, M-A-N,
22 rue Mozart à Villers. Mais sur la vidéo, on rajoutera les adresses de façon à ce que tout le monde puisse être informé. Et puis, écoutez, même si vous n'aimez pas voter, votez quand même pour Joe. Non, surtout pas. Si, Moi, si, je vais voter pour raisons socio-historiques. Nos arrière-grands-parents se sont battus, sont morts. Mais je vote la plupart du temps blanc. Chirac Le Pen, j'ai voté blanc, je vote blanc. J'ai voté vert à un moment, j'y avais un petit peu cru, à l'époque de Dominique Voynet. Mais après, bon, bah, basta, quoi, voilà. Donc, je vais quand même voter blanc, je ne sais pas si c'est bien. Ouais, mais si bon, tu te présentes, allez, on va voter pour toi. Non, mais de toute manière, ça va toujours. Moi, je ne demande rien, hein. Je demande rien, hein. Je ne suis pas là pour ça, quoi, voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie tous, et puis faisons-le ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà. Travaillons pour le bien commun. Voilà. Travaillons pour le bien commun. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.